et à tous, bienvenue dans ces quelques minutes d'actualité. En ligne de mire, l'ouverture le 15 décembre de la 9e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire avec deux affaires majeures à l'ordre du jour, nous dira Stéphane Rouen dans ce journal. Et puis, le prix du gaz de cuisson, bientôt un rabais? Une interrogation qui intervient alors que la société Wingwa a d'ores et déjà commencé la commercialisation de sa production de gaz. Entrons dans le vif. Les travaux de la 9e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont été officiellement lancés ce lundi. Pendant 9 jours, les conseillers auront à examiner plusieurs dossiers soumis par le bureau exécutif, dont le budget supplémentaire et un projet de partenariat à caractère social. Stéphane Rouen. Les travaux de la 9e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont été officiellement lancés. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame la présidente du bureau exécutif, maire de la ville de Pointe-Noire, en présence du préfet du dit département. Pendant 9 jours, les conseillers départementaux et municipaux vont se pencher sur les dossiers soumis à leur examen par le bureau exécutif. À l'ordre du jour, 2 affaires majeures, notamment l'examen du projet de compte du budget supplémentaire du conseil départemental et municipal, l'autorisation de signer un accord de partenariat avec l'association Paris-Pointe-Noire en vue de la création d'un orphelinat et d'un dispensaire dans la commune, comme l'a précisé Anissé Balou, premier secrétaire du conseil. Retiendrons tout particulièrement notre attention pour analyse financière et opérationnelle, le projet de compte du budget supplémentaire du conseil départemental et municipal en affaire numéro 1. L'autorisation de signer un accord de partenariat avec l'association Paris-Pointe-Noire en vue de la construction d'un orphelinat et d'un dispensaire dans la commune de Pointe-Noire sera présentée comme l'affaire numéro 2. Avant l'ouverture officielle des travaux, 1 minute de silence a été observée en mémoire du conseiller Iloko Ebuka Naves, décédé le 26 novembre dernier à Brazzaville. Madame la présidente a ensuite dressé le tableau des principales activités abritées par la ville de Pointe-Noire au cours de l'année. Je n'oublie pas entre-temps de saluer le passage de la forte et importante délégation du Conseil économique, social et environnemental, la 3e assemblée institutionnelle de notre pays conduite par sa présidente, Madame Emilienne Raoul, dont les décisions, quoique non exécutoires, restent néanmoins une force de proposition, émettant des avis et recommandations au président de la République ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, dans le but d'impacter positivement l'action des collectivités locales. C'est dans ce cadre que nous avons aussi reçu les membres de l'Institut international marocain pour la transition durable en Afrique en vue de la signature d'un mémorandum d'entente. En effet, de relever les défis démographiques, économiques et environnementaux qui impliquent des investissements importants de notre collectivité. Distingués invités, mesdames et messieurs, la 9e session ordinaire dite administrative qui s'ouvre ce jour et qui se tient du 15 décembre au 24 décembre est la toute dernière de cette année finissante, mais elle est également celle qui marque le 3e anniversaire de notre mandature. Autrement dit, le chemin qui nous reste à parcourir s'avère évidemment plus court, mais aussi plus exigeant que celui déjà réalisé. Car l'amélioration des conditions de vie des populations, ce pourquoi nous avions été missionnés principalement, n'a manifestement pas atteint le seuil de la réussite et de la satisfaction, tant attendue par nos concitoyens. Et pour cause, la situation de crise économique et financière et le manque de paix que traverse le monde actuellement. Ouverte ce 15 décembre, cette 9e session ordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire prendra fin le 24 décembre prochain. Longtemps incontournable dans les cuisines congolaises, le charbon de bois reste aujourd'hui au cœur des habitudes, malgré ses conséquences néfastes sur l'environnement.
Face à cette réalité, le gaz butane s'impose comme une alternative plus propre. Mais à quel prix? En l'espace de quelques mois, la bonbonne de gaz est passée de 5 700 à 6 500 francs CFA, atteignant parfois les 8 000 francs CFA. Un coût de plus en plus difficile à supporter pour de nombreux ménages pontenégrins, sachant que la société Wingwa a d'ores et déjà commencé la commercialisation de sa production de gaz. Allons-nous vers un rabais? Le charbon de bois est encore la principale matière première qui est utilisée pour la cuisson de nos aliments. Une habitude pas très conseillée quand on sait qu'il faut penser à préserver l'environnement. Mais en même temps, comment le détrôner? En première ligne figure le gaz butane. Mais encore une interrogation, son prix est-il à la portée de tous? Une bonbonne de gaz est passée de 5 700, déjà un peu trop élevé au goût des pontenégrins, à 6 500 francs CFA et peut varier jusqu'à 8 000 francs CFA. À cette équation à résoudre absolument, le gouvernement congolais et son partenaire chinois de la société Wingwa proposent une livraison à partir de ce mois de décembre du gaz naturel liquéfié pour répondre à la demande croissante en butane dans le pays. La production de butane attendue par ce projet est d'environ 150 000 tonnes par an, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché, notamment sur le coût de la bonbonne de gaz. La deuxième édition du Forum d'affaires sur la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, s'est tenue à Marrakech au Maroc. Cette fois-ci, l'accent a été mis non pas sur les voies de communication, mais sur l'avenir du numérique en Afrique. La République du Congo était représentée par Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville. Il va falloir interconnecter les pays sur les différentes opportunités. Aujourd'hui, l'objectif de cette fédération africaine, ce n'est pas juste de la créer et d'avancer, c'est surtout d'interconnecter les pays sur les opportunités de chacun, sur les solutions technologiques de chacun. On l'a vu avec l'intelligence artificielle, c'est un changement de paradigme, complètement. Il y a moins de 200 data centers en Afrique. Il y en a plus de 5000 juste en Amérique du Nord, plus de 3000 en Europe, plus de 2000 en Asie. Juste 200. Donc déjà rien que là, c'est un défi pour nous. Donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir travailler sur l'infrastructure. C'est important pour nous de travailler sur des modèles de langage dans lesquels nous pouvons choisir, non plus que développer, mais choisir avec une certaine souveraineté. Et c'est pour ça que le fait d'être à mes côtés, mes frères, je peux discuter, échanger sur la souveraineté, sur la méthodologie, sur les choix des technologies pour que l'Afrique soit forte. « 50 acteurs de la chaîne pénale et sociale, à savoir des magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, gendarmes et travailleurs sociaux, tous impliqués dans la prise en charge judiciaire et sociale des mineurs, ont pris part du 15 au 17 décembre 2025 à Brazzaville à des travaux de renforcement des capacités axés sur la connaissance et l'application des normes nationales et internationales de protection de l'enfant, notamment la loi numéro 04-2010 et la convention relative aux droits de l'enfant, organisée par le REPER. Avec l'appui de l'UNICEF Congo-Brazzaville, cette session visait à garantir une justice adaptée, humaine et respectueuse de l'intérêt supérieur de l'enfant, à renforcer la collaboration interinstitutionnelle et à prévenir les violations de droits dont sont encore trop souvent victimes les enfants privés de liberté. Au Burkina Faso, plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont jugés par la justice. Ils sont accusés d'avoir détourné près de 3 milliards de francs CFA. Cette affaire, appelée affaire Amidou Tienyon, concerne les fonds destinés à aider les personnes déplacées internes, victimes des attaques terroristes. Amidou Tienyon, un agent du ministère, a déjà été reconnu coupable d'avoir utilisé cet argent
à des fins personnelles. Au Comores, soutien total à l'équipe nationale qualifiée pour la CAN Maroc 2025. Les populations ont sillonné rues et avenues de la capitale, question de sensibiliser et d'appeler à mieux faire qu'un derrière la sélection. Suivons ce reportage de CCTV. Placé sous la direction de la chef d'antenne de l'ERTC Mouli et appuyé par la direction générale, ainsi que plusieurs partenaires dont Comores Télécom, la caravane a sillonné villes et villages dans une ambiance vibrante. Vêtus de vert pour l'ERTC Mouli et de blanc pour Comores Télécom, les agents ont animé les rues au rythme des danses, de chants et de messages d'encouragement appelant à l'unité nationale derrière les Salakantes. Le parcours a débuté à Fonbouni sur la symbolique place de l'Indépendance avant de se diriger vers Wanani, Nimashiwa, Nonroni et d'autres localités. À chaque étape, les habitants sont sortis en nombre pour accueillir la caravane avec enthousiasme, témoignant de leur attachement à l'équipe nationale et de l'espoir de voir les Salakantes briller lors de la CAN 2025. La caravane s'est finalement achevée à Fonbouni dans un climat de solidarité et de fierté partagée. Un pari pleinement réussi pour l'ERTC Moïli et ses partenaires qui ont su raviver l'élan patriotique et renforcer la mobilisation en faveur des Salakantes. À Moïli, comme dans tout l'archipel, la population semble désormais prête à soutenir son équipe avec détermination sur la route de la CAN 2025. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine édition.